droite et j'en passe, et de ma vision des choses. Alors, il y a une vidéo qui semble être intéressante. Pourquoi l'extrême droite progresse en France? Micro-trottoir de la chaîne Les Micro-trottoirs d'Alexis. Ok, donc c'est une chaîne... Alors, j'ai jamais vu cette chaîne. Je ne sais pas si ça va être bien. Ça va être une découverte, tant mieux. On lui fera un peu de pub comme ça. On est parti, let's go. Ils sont ignorants, se sentent Espérons qu'il ne va pas nous décevoir. menacés. C'est une très bonne nouvelle. Disons qu'il y a trop d'étrangers. Le vivre ensemble, c'est de la foutaise. Moi, je pense que vraiment aucun extrême n'est bon. Bonjour à tous. Depuis quelques années, le Rassemblement national gagne en popularité en France et on le sent en ce moment avec les élections européennes qui se dessinent où leurs intentions de vote sont à 30%, loin devant leurs concurrents, mais également avec un Jordan Bardella qui gagne de plus en plus en popularité sur les réseaux sociaux. On va discuter de ce phénomène ensemble. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me permets de Ça a l'air bien monté en tout cas. vous embêter, je fais un petit reportage sur l'actualité. J'ai une question Alors, on n'est pas à Paris, je me demande où on est. qui est simple, on verra. Il y a les intentions de vote en ce moment qui sont sorties pour les européennes et le Rassemblement national. Pourquoi est-ce qu'elle sourit comme des idiotes? Attendez, j'ai pas vu son visage, quoi. Il est beau gosse? Ah, ok, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'elles étaient en train de sourire comme des... Ok, d'accord, tout s'explique. Désolé, parce que je voyais en fait... Je suis désolé, mais... Je les voyais sourire comme ça, je me suis dit, mais elle sourit pourquoi? J'aimerais bien savoir. Ok, beau petit privilège. On enchaîne. On verra. Il y a les intentions de vote en ce moment qui sont sorties pour les européennes et le Rassemblement national est loin devant les autres, à 30%. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Nous, on a fait des études européennes en fait, donc ça fait 10 ans qu'on est au courant du fait. C'était déjà le premier parti en 2019, c'était le premier parti en 2024, donc on est juste sur une pente descendante. C'est un parti populiste qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et Marine Le Pen a fait toute sa campagne des présidentielles de 2022 sur le pouvoir d'achat, et ils ont refusé avec En Marche de voter l'augmentation du SMIC, donc en fait c'est un parti populiste. Peut-être une majorité qui va un petit peu dans leur sens actuellement, donc ça n'aide pas. C'est fort probable que ce sera le parti qui ressortira en premier en France aux européennes. Après, c'est à mettre en perspective, je pense aussi avec les autres pays de l'Union européenne où la France n'est pas une exception, c'est un peu dans la grande lignée des autres pays européens comme les Pays-Bas par exemple qui sont un peu dans le même genre. Donc c'est pas surprenant, même si on faut faire bouger les lignes. On travaille nous au niveau européen. Moi je travaille à Strasbourg au siège du Parlement européen. Et on fait de la sensibilisation au vote sans partisanisme, mais on en fait donc au quotidien là jusqu'au mois de juin pour que la population aille voter. L'électorat du Rassemblement national va voter contrairement à d'autres électorats. Donc faut pouvoir sensibiliser les gens à l'importance du vote aux européennes et on essaye de le faire au quotidien. J'adhère pas forcément aux idées de pourquoi, mais je pense pouvoir comprendre pourquoi c'est plus en tête au niveau du Rassemblement national. Moi aussi, par rapport pas à la propagande, mais par rapport aussi à ce qu'on nous montre tous les jours aux informations. Bien entendu, on va toujours nous montrer les mauvais côtés et on va rarement nous souligner les bons côtés. Je vais parler par exemple d'une communauté en général, que ce soit dans les banlieues. On va jamais nous montrer les bons côtés, ce qui peut se passer, la générosité et tout ce qui peut se passer. On va surtout nous montrer les gamins en bas en train de dealer, en train de tout casser. Et je peux comprendre des personnes qui ne vivent pas ça et qui n'habitent pas dans ces endroits, qui sont extérieurs à ça, qui vivent en campagne ou quoi, qui tombent tous les jours là-dessus. À un moment, ils ont un ras-le-bol et ils votent en espérant, entre guillemets, que ça soit la solution. Mais je pense pas que ça soit la solution. Je pense que c'est vraiment une solution interne. Et peu importe le parti, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà. Il y a aussi une vraie montée des incivilités, ça c'est sûr. On s'en rend compte, moi j'habite en ville depuis 23 ans. J'habite au Brotteau exactement, entre la Part-Dieu et les Brotteaux. Et je le vois quand même qu'il y a de plus en plus d'incivilités et je peux comprendre que ça devient insupportable. Et du coup, il y a des personnes qui, par manque entre guillemets de moyens un peu démunis, se disent on va voter extrême droite en espérant que. Moi, je pense qu'aucun extrême, ni gauche ni droite, est bon. Et même en termes d'économie, vu la conjoncture économique de notre pays actuel, je suis pas sûr que c'est un parti d'extrême qui puisse régler tout ça. J'ai quand même appris au fil de mon cursus que en fait, quand tu as une économie qui part un peu en cacahuète, tu as la montée des extrêmes évidemment, parce que tu as la montée du populisme et toute l'attention est reportée sur l'immigration, les sujets qui occupent un petit peu justement le temps de parole et l'audimat d'extrême droite. Et donc forcément, tu as beaucoup plus
de tendance à te déporter sur ces sujets-là. Quand tu as une baisse du pouvoir d'achat, des crises économiques qui sont exacerbées par plein de sujets, c'est vraiment multifactoriel. L'attention d'un certain nombre de gens se porte vraiment sur des sujets qui eux les frustrent. Et ils ont l'impression que l'origine de leur mal vient de ça. Typiquement l'immigration, la politique migratoire. Il faut bien trouver un coupable. Et donc voilà, je pense que ça séduit énormément un bon nombre de gens qui sont fervents de ce genre d'argumentaire-là. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de gens sur les réseaux sociaux, voire même dans l'électorat en général, qui sont contre l'immigration selon toi ? Je pense que c'est une question qui est un peu éternelle. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont peur de la perte de leur identité. Donc l'identité française, ou en tout cas l'image qu'ils s'en font. Et l'impression d'être dépossédé un peu de ce truc-là au fil des années. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Je pense que c'est très complexe et ça demande de prendre vraiment beaucoup de recul. Je ne suis pas certain d'avoir la réponse là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est la genèse d'une frustration qui va dans ce sens-là. Effectivement, j'écoute et quand j'écoute le discours... Vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, dans tous les cas, ça sera un éternel débat. Moi, le conseil que je vais vous donner, très sincèrement, lorsque j'entends parler de pouvoir d'achat, déjà, ça me fait doucement rire. Pouvoir d'achat, tout ce qui est lié à l'économie, ce genre de choses, ça me fait doucement rire. Je pense que ça se voit à mon appartement, juste derrière. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est très simple. Et je vois le monde comme cela. Peut-être que c'est une vision assez biaisée de ce monde, mais je le vois ainsi. En fait, c'est très simple. Il y a les pauvres, il y a les riches. Ok ? Dans chaque pays, dans chaque ville, il y a deux parties, la partie pauvre et la partie riche. Plus tu acquiers une certaine liberté financière, plus tu auras de privilèges, que ce soit au niveau de la sécurité, du confort, et j'en passe. Donc par exemple, si on parle de crise économique, je ne vois pas de quoi est-ce que vous parlez. Si on parle de perte du pouvoir d'achat, je ne vois pas de quoi est-ce que vous parlez. Si on parle d'inflation, je ne vois pas de quoi est-ce que vous voulez parler. Et c'est l'avantage justement d'avoir accès à la liberté financière. Écoutez bien, l'argent réglera une grande partie de vos problèmes. Les deux choses les plus importantes avant l'argent, c'est les relations et la santé. C'est tout. Relations amicales, relations amoureuses, la famille, les relations et la santé. Et ensuite, l'argent réglera la majorité de tes problèmes. Donc lorsqu'on parle d'insécurité, je dois vous avouer une chose. C'est vrai que je le vois lorsque je prends mon vélo et je m'aventure dans d'autres quartiers. Mais de manière générale, c'est vrai que j'ai l'opportunité de pouvoir habiter dans de très bons endroits, à côté d'ambassades, et j'en passe. Ça, c'est ma situation. Et c'est pas du tout représentatif de 99% des Français. Mais justement, vous êtes dans mon live actuellement. En tant qu'homme, votre rôle, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que votre famille puisse accéder à cette sécurité. C'est de faire en sorte que vos enfants, votre femme, soient en sécurité. C'est votre rôle en tant qu'homme. Désolé si ça bug, vous avez qu'à refresh la page. Tant pis. C'est votre rôle en tant qu'homme. Et donc, tu dois poser une question. Est-ce que tu penses sincèrement que tu pourras changer ce monde ? À toi tout seul. Est-ce que tu penses sincèrement que ce monde bougera maintenant ? Est-ce que tu penses sincèrement que du jour au lendemain, la France deviendra une terre où l'insécurité... Il y aura toujours de l'insécurité. On ne peut pas imaginer la France sans insécurité, ça n'existe pas. Mais imagine simplement que la France, d'ici demain, soit toute belle, toute rose, et qu'il n'y ait plus de crimes, plus de viols, plus rien. Non, tout ça c'est utopique. Ça ne changera pas du jour au lendemain, et tu le sais. Ça pourrait peut-être changer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, après un long travail, après énormément d'efforts, après énormément de nettoyage, c'est possible. Mais pour le moment, ça ne changera pas de sitôt. Donc ce que tu peux faire là maintenant, c'est faire en sorte de donner l'opportunité à ta famille et à ton entourage de pouvoir être en sécurité. C'est ce que tu peux faire là maintenant. C'est aussi simple que ça. C'est une vision très nombriliste, je le conçois. Mais croyez-moi, c'est la meilleure solution pour l'instant. Parce que je ne suis pas d'avis de m'en remettre qu'à un seul homme. Un messie, si vous préférez. On me parle beaucoup de Jordan Bardella, machin chouette, là, le mec là, qui passe en ce moment. Bardella, corrigez-moi, bref. Vous m'avez compris, on me parle beaucoup de ce mec-là. C'est le Messie. Et je vois énormément de personnes, et moi je trouve ça choquant, je suis désolé.
Je vois énormément de personnes s'en remettre à un seul homme. On va tout miser sur ce mec-là. Ce mec-là est censé nous sauver. Tu es donc en train de remettre le destin de ta famille entre les mains d'un autre homme. En tant qu'homme, ta seule solution pour pallier à ce problème, c'est remettre tous tes espoirs entre les mains d'un autre homme. Alors que tu as la capacité, là maintenant, pour mettre ta famille en sécurité. C'est ça ta réponse en tant qu'homme? Faire appel à un autre homme et prier pour que cet homme-là soit le Messie et vienne te sauver? C'est ça votre solution? C'est ça les hommes de maintenant? Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Est-ce que tu veux réellement mettre entre les mains d'un autre homme le destin de ta famille? Discours de l'extrême droite, si on ne regarde pas les gens que l'on exècre physiquement, quand on écoute le discours, ça se tient. Et on est obligé d'être d'accord. Mais c'est dommage que dans un pays démocratique comme la France, terre des hommes, on a ouvert les frontières. C'est une très bonne chose, je suis pour la solidarité. C'est mon métier quotidien. Tu travailles dans quoi? Je fais de l'accompagnement socio-professionnel sur les publics en rupture. Donc la misère du monde, je la vois tous les jours. Et il y a déjà trop fort longtemps, c'est bien de faire rentrer des gens. Mais avant de faire rentrer des gens... J'ai quelque chose qui m'a fait rire. C'est bien d'avoir de l'argent, le pouvoir d'aller où on veut, ou mettre sa famille en sécurité, mais l'amour de la France est dans nos gènes. C'est quoi la France pour toi? Genre là, si tu regardes, là maintenant, à l'heure actuelle, c'est quoi la France? Tu parles de quelle France? Dis-moi juste comme ça. C'est quoi la France? Réponds juste à cette question, qu'on rigole un peu. Là maintenant, là. On va rire un peu. Il faut savoir si ceux qui sont déjà là ont déjà un toit à manger et du boulot. Voilà, et le fait de faire rentrer des gens, de les parquer dans les extérieurs d'une ville, font que les gens sont déracinés et que, forcément qu'ils gardent leur culture. Voilà, donc... je ne suis pas persuadée, et ça, ce genre de comportement avec les Français de souche, forcément, tout se mélange, le vivre ensemble, c'est de la foutaise. C'est ce genre de migration extrême dans ce pays qui, qui font grossir le racisme. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Je vous écoute. Ah, comment dire ça poliment? Disons qu'il y a trop d'étrangers. Tout simplement. Vous pensez qu'ils vont réussir à... Non, malheureusement non, il y a tous les gauchistes encore qui vont faire la merde, mais on n'y arrivera jamais. Et c'est juste pour les étrangers, vous pensez que c'est une bonne idée? Oui. Si vous pouvez développer, pourquoi est-ce que c'est un problème les étrangers en France pour vous? Regardez les infos, ça suffira. Nous, on vient déjà d'une ville où l'extrême droite est passée. Vous venez d'où? Perpignan. Et donc, moi j'ai quitté, j'habite à Lyon maintenant, mais je vois très bien les amis, ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent là-bas. Déjà la culture. En fait, au début, quand Louis Alliot, c'est quand même l'ex-compagnon de Marine Le Pen qui est en place. Et le truc, c'est que au niveau de la culture, tout le réseau associatif est en train de péricliter. Ils ont mis des barrières énormément. Et étrangement, ils ont laissé des zones qui étaient aux mains des trafiquants de drogue, par exemple, dans des zones bien connues. Ils ont laissé en place pour que les choses pourrissent bien, comme la politique des anciennes mairies, que ça pourrisse bien et que ça permette d'avoir un visu sur, vous voyez, ça c'est mal, il faut le combattre. Mais ils le laissent pour bien montrer qu'il faut. Mais de l'autre côté, en fait, ils enlèvent toutes les subventions à la culture, ils enlèvent toutes les subventions au social. Et du coup, ça fait qu'il y a de plus en plus de difficultés de ce côté-là par rapport à la jeunesse, par rapport aux artistes qui sont de moins en moins écoutés, etc. Voilà. C'est un peu c'est ce qui s'est passé aussi à Béziers On a détruit la France, désolé. Totalement d'accord, pas besoin de t'excuser.
Totalement d'accord. Avec Ménard, ce qui est un peu reproductible toujours, c'est on garde l'argent pour des choses qui... Et pas que l'argent aussi, des possibilités d'ouverture à des choses. On ferme, et on garde pour soi des entre-soi. Et voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe à Perpignan en ce moment. Que les gens sont ignorants, se sentent menacés dans leur niveau de vie. Et puis qu'est-ce qui se passe ils se tournent vers des idées populistes qui sont évidemment pas des explications ni rationnelles ni fondées sur des faits, très souvent, ou des données actuelles. Et donc, voilà, ça s'explique aussi par beaucoup de désinformation dans laquelle on vit. Je dirais ça, c'est un point assez principal, je pense. Et pourquoi, à votre avis, justement, les partis plus classiques, gauche, extrême gauche ou de droite, n'arrivent plus à séduire aujourd'hui les Français? Pourquoi ils se tournent justement du côté de l'extrême droite? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont qui arrive à les faire plus s'accrocher? Je pense qu'il a aussi le côté lié à l'économie, le mode de vie. C'est-à-dire que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, les gens sont plus chers. Et ça fait que les gens sont menacés pour leur poste de travail. Donc il y a là cette force populiste qui monte, qui fait le sens que le soutien extérieur, c'est la peur, dans le sens que ne va pas t'aider à avoir la stabilité ou une bonne condition de vie économique. Donc il y a toute une question d'ouverture, une question de compréhension, parce que l'Europe, c'est un continent d'immigration depuis des siècles et des siècles. C'est pas maintenant comment changer la vie, parce que tout est construit par des bases, des piliers, des gens qui sont venus d'ailleurs. Ce que c'est important, c'est vraiment d'ouvrir un peu le contexte de l'économie par... Alors, attendez, je vais lire le message parce que je lui ai posé la question. Alex, quand je parle d'amour de la France, je parle de garder notre culture d'autrefois, de perpétrer notre héritage, de retrouver notre souveraineté, une France chrétienne, à majorité blanche, qui reconnaît ses racines. C'est notre identité, excuse-moi, qui est en jeu. Mon ami, ce dont tu es en train de parler, c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Même si demain on fermait les frontières, excuse-moi, ça ne changerait rien. Ce que tu ne comprends pas, c'est que, par exemple, moi, qui suis pourtant bien black, on peut le dire, je suis français, mon ami. Tu peux très bien fermer les frontières, mais je continuerai à être ici. Et donc, tu es simplement en train d'assister à une chose, c'est un changement qu'on ne peut pas réellement arrêter. On peut limiter la violence, ça on peut le faire, mais tu ne peux pas changer la culture qui est en train de se mettre en place. Les jeunes ne savent plus s'exprimer, les jeunes ne respectent plus grand-chose, il n'y a plus le respect des anciens, ce n'est plus quelque chose que tu peux mettre en place, c'est terminé. À ce niveau-là, c'est déjà perdu, c'est peine perdue. La seule chose que tu peux au moins modifier, que tu peux au moins améliorer, c'est le pouvoir d'achat, les violences et j'en passe. Mais si tu parles réellement de la culture, la vraie culture française, cette nation, tout ça, c'est terminé. Vraiment, c'est juste oubli. À ce niveau-là, tu ne pourras rien y faire. Une grande majorité de jeunes, là maintenant, c'est juste n'importe quoi. Les parents de demain seront juste horribles. À ce niveau-là, il n'y a plus d'espoir. Lorsque je vois la nouvelle génération, et j'étais dehors aujourd'hui, donc je sais de quoi je parle. J'étais à Beaugrenelle dans le 15e arrondissement. Je suis parti faire mon shopping, j'ai regardé les jeunes. À la poubelle. Ah, merde. Je devrais pas dire ça, excusez-moi. Pas les jeunes à la poubelle, c'est une façon de parler, ok? C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Les jeunes de maintenant, c'est juste compliqué. Donc je pense que tu es en train de rêver... Oui, tu as raison. Je pense que tu es en train de... En fait, je vois ta vision des choses, hein, ne t'inquiète pas. Je vois très bien ce que tu es en train de dire et je le vois moi aussi. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est vraiment les reportages d'antan. J'adore vraiment. La manière dont les personnes s'expriment, comment est-ce que ça avait l'air paisible. Alors, il y avait bien entendu des violences aussi à cette époque, mais c'est vrai que c'était autre chose. C'était autre chose. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ça, c'est de la nostalgie et malheureusement, cette époque-là Non, ce n'est pas une époque que tu reverras de sitôt. Que tu ne reverras pas même. Tu ne reverras pas cette époque, ça c'est sûr. Ça, tu peux en être sûr.
on arrive à trouver des conditions de vie, essentiellement de post-travail, sont adaptées à la population. Donc c'est pas seulement en France, c'est pas seulement en Europe, c'est un peu partout. Donc voilà. C'est dur à dire, je crois que PS et droite traditionnelles sont un peu mortes et de toute façon... Alors, toutes les générations précédentes ont des propos similaires par rapport à les générations à venir. Ben, ça veut dire que ça n'a fait qu'empirer. Tout simplement. Ça n'a fait qu'empirer. C'est aussi simple que ça. La droite traditionnelle sûrement propose la même chose finalement que le Rassemblement National. Donc ça fait même un argument pour le Rassemblement National, quoi. Ok, ils nous reprennent les mêmes arguments, donc autant voter pour nous. Et ouais, après, gauche-gauche... Mélenchon. Est-ce que je vise principalement les jeunes de banlieue? Non, franchement non, c'était dans le 15e arrondissement. Donc rien à voir. Je vise même pas que les jeunes de banlieue. Lorsque je vois même les jeunes de maintenant, prends même le cas classique, un bobo du 16e arrondissement, lorsque je les vois, ça fait pas rêver. Hein. Je te dis honnêtement, on va souvent taper sur les jeunes de banlieue. Effectivement, vis-à-vis de la violence, ça je peux comprendre. Mais si on parle de vocabulaire, si on parle de culture, ce genre de choses, les jeunes de maintenant, peu importe le quartier, c'est quand même catastrophique. Alors oui, j'imagine que les jeunes du 16e ont un bien meilleur niveau dans certains domaines que les jeunes de quartier. Ça, de manière générale, en moyenne, ça, je veux bien le croire, mais ce n'est pas pour autant que leur niveau est bon. Ce n'est pas pour autant que leur niveau est bon. On va pas non plus commencer à se réjouir du fait que certains jeunes dans certains quartiers, peut-être 16, 15, je sais pas, 14, 13, ont un peu plus de culture que d'autres, ou bien s'expriment un peu mieux que d'autres, leur niveau reste quand même très bas. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, c'est dans le 15e arrondissement. Donc, rien à voir avec les jeunes de banlieue, pour le coup. Vraiment rien à voir. Sûrement qu'il a été déçu. On va pas se réjouir de la médiocrité, quoi. Sur les derniers événements, la Palestine, ce genre de choses, donc je pense que... Après, ça, c'est les réseaux, en grande partie. C'est même que ça. Lorsque je vois les jeunes de maintenant, c'est téléphone, et puis le reste, on s'en fout. Donc, on est vraiment sur le nouveau monde. Le lycée est un peu trop décrédibilisé. C'est la déception faite par l'histoire politique, en fait, surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions quand on voit les 49.3 à outrance, quand on voit des lois qui passent à 3h du matin, quand on voit que toute l'opinion publique... Oui, quand on voit que toute l'opinion publique est contre une loi et qu'ils la font quand même passer, derrière le Front National se présente en disant qu'ils écouteraient plus le peuple et qu'ils iraient plus dans le sens du peuple que dans le sens de la politique intérieure. Les gens se disent que ça sert à rien d'aller voter puisque de toute façon quand je vote, les idées que j'ai souhaité mettre en avant ne le sont pas politiquement, peut-être. Et puis on a une gauche très divisée, notamment sur la question de l'Europe. Donc on ne peut pas avoir une liste unique de la gauche aux européennes. Ce qui fait que le vote est très éparpillé et que à gauche, il y a beaucoup de jeunes tout ça, qui vont peut-être moins voter en ayant l'impression que ça sert à rien. Beaucoup de plus, pas que des jeunes d'ailleurs. Donc, et on ne voit pas vraiment ce que fait l'Union européenne non plus. Donc on ne se rend pas compte de... Voilà, donc il y a au niveau du Rassemblement National une forte diabolisation et donc ceux qui sont contre y vont. Mais ceux qui sont plutôt neutres ou... qui n'ont pas vraiment d'avis n'y vont pas forcément parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce niveau-là. Il y a peut-être une impression qu'on a déjà un peu tout essayé et que du coup les gens se rabattent sur quelque chose qui n'a pas encore été testé, mais c'est inquiétant, quoi. Pourquoi tu trouves ça inquiétant justement ? Parce que c'est un mouvement d'extrême et... sont pas non plus, sont pas des idées humanistes où on partage, où les gens partagent, des valeurs communes. En tout cas, c'est l'image qu'ils donnent. Ouais. Maintenant, ils tendent à lisser leur discours, mais quand on remonte quelques années en arrière, on sait bien que leurs idées sont quand même basées sur la haine et la peur de l'étranger, et ça, pour moi, c'est problématique. On a eu Sarkozy à l'époque, qui aujourd'hui a été jugé aussi pour des faits ultérieurs. Il est sous bracelet électronique. Il y a eu quand même pas mal de choses, je pense, auparavant, sur les deux partis. La droite est quasi inexistante aujourd'hui. Moi, je pense qu'un Éric Ciotti n'a aucune crédibilité. On avait monsieur Édouard Philippe, mais dernièrement, il y a eu des perquisitions aussi chez lui. Vous voyez, dans son bureau, il y a aussi pas mal de choses qui, malheureusement, moi, je trouve, les décrédibilisent. Le Front National aussi, il y a quelque chose, mais ils arrivent toujours à s'en sortir un petit peu, et à redorer toujours un petit peu leur image. Moi, je trouve que carrément, ils arrivent
tellement à redorer leur image qu'on arrive même à oublier que c'est un parti d'extrême. Aujourd'hui, on considère la droite, quand on parle de droite, on parle de Bardella, alors que c'est l'extrême quand même. Voilà. Moi, je vois plus trop de socialisme dans le Parti socialiste, et je vois plus trop de côté très libéral comme on pouvait le connaître sur les partis de droite classiques. Donc, ouais, je pense que les partis qui se révèlent aujourd'hui, c'est des extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que justement, il n'y a plus de partis qui se révèlent ailleurs. Donc, les gens s'orientent aussi logiquement et maladroitement vers des partis qui sont plus durs. Voilà. Ouais, moi je suis pour le coup d'accord aussi avec toi, puis je pense aussi que les gens se disent de toute façon ni gauche ni droite n'a réussi, donc on va aller vers les extrêmes parce qu'on parle de l'extrême droite, puis il y a aussi l'extrême gauche en fait. Et au final les gens aujourd'hui sont plus tiraillés entre les deux en se disant ça. Malheureusement je pense qu'aussi la grogne fait que les gens par nature se ressentent vers ce qu'ils pensent être le cœur de leur nation. Ok, donc ça se répète. Ça se répète un peu. Bon, en tout cas, c'était intéressant. C'était